Alors, bonjour à tous, je m'appelle Guillaume, j'ai cofondé la société DEV Labs. Et ça fait 7 ans qu'on développe avec notre équipe des applications de productivité. Notre application phare, c'est GeoScan. Et je vais essayer de vous expliquer dans les 20 minutes qui vont venir pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de développer une partie d'application natif et qu'est-ce qui aujourd'hui facilite le développement natif. Alors qu'est-ce que c'est GeoScan? C'est un scanner pour smartphone, donc vous en avez sans doute tous un sur votre téléphone. Ça permet de numériser un document papier. L'idée c'est simple, vous prenez une photo de votre document. L'application se charge de détecter les bords du document, normalement précisément. Ça run le document, ça corrige la perspective. On a une amélioration qui est faite en fonction du type de document. Si c'est un document en noir et blanc comme là, ça va augmenter le contraste. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une qualité de document qui soit aussi proche que possible de celle qu'on aurait avec un scanner physique. Une fois qu'on a pris notre photo, on peut ensuite créer des documents PDF multipages et les exporter vers tout un tas de destinations, Dropbox, Drive ou d'autres. Donc les deux points sur lesquels je vais porter mon attention, c'est la partie traitement d'image, parce que donc il y a un bon paquet d'algorithmes pour traiter les images qui viennent de l'appareil photo et la génération de PDF. Donc c'est ces deux points qu'on a décidé de développer en natif plutôt qu'en Java. Donc pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? A priori, Java c'est le langage par défaut des applications Android, enfin, pour la majorité des applications. Et le développement en natif, il est quand même plus compliqué qu'en Java. Donc en C, C++, il faut s'occuper de la mémoire de manière un peu plus intelligente qu'en Java. Les API Android ne sont absolument pas aussi complètes, aussi bien documentées qu'en Java. Mais il y a quand même un avantage à développer certains composants en natif, d'une part au niveau performance. Quand on développe en C, la mémoire n'est pas gérée de la même manière, et elle n'est pas gérée de la même manière, notamment par le système. En Java, on a une limite à la mémoire que peut utiliser l'application, qui sur des téléphones relativement récents peut monter jusqu'à 64 mégabits. Mais ça, en général, c'est pas suffisant pour charger en mémoire un bitmap qui vient de l'appareil photo pleine résolution. Donc aujourd'hui, on a des appareils photo 8 mégapixels, 16 mégapixels. Si on essaye de charger une image pleine résolution, on a une out of memory immédiatement. Donc on ne peut pas se permettre de faire du traitement d'image en Java. Au contraire, quand on fait du développement natif, là on n'a pas de limite a priori, à part jusqu'à la mémoire libre sur le téléphone. Et ça permet de charger plusieurs images sans avoir de problème. Ensuite, au niveau rapidité d'exécution, alors là ça dépend vraiment du code qu'on exécute, hein. Il y a tous les cas possibles, mais nous on s'est rendu compte que nos algorithmes de traitement d'image, donc il fallait qu'ils soient extrêmement rapides parce que le document est détecté en temps réel sur la preview de l'appareil photo, donc ça demande de traiter les images, le flux vidéo qui vient de l'appareil photo et de détecter automatiquement les bords du document. Et on s'est rendu compte qu'en C, on avait des vitesses d'exécution qui étaient de 5 à 10 fois plus rapides que si on exécute le même code en Java. Donc ça, c'est au niveau performance. Et ensuite, un autre gros avantage d'écrire une partie du code en C, c'est qu'on peut mutualiser le code entre différentes plateformes. Donc notre application, elle est disponible sur Android et sur iOS. Et donc ça nous permet d'avoir une base de code qui est commune aux deux OS.
ça simplifie la maintenance. Une fois qu'on fait une modification dans le code, on peut la répercuter facilement sur les deux OS. Donc c'est vraiment un énorme gain de temps. Donc sur Android, ça se passe avec le JNI, qui fait le lien entre la partie Java et la partie native. J'y reviendrai un peu plus tard. Sur iOS, c'est beaucoup plus simple puisque ça gère directement le C, C++, et les langages sont compatibles. Donc il n'y a pas vraiment de bridge entre les deux. Et une fois que le code il est écrit en natif, on peut aussi s'en servir sur des plateformes qui sont capables d'exécuter du C, C++. Nous on a fait tourner, on utilise certaines routines de GNUscan sur nos serveurs, donc pour une autre application qui sont en unique, et ben c'est exactement le même code qui est exécuté. Ça permet aussi, enfin, le fait de mutualiser du code, ça n'empêche pas de personnaliser de customiser le code pour telle ou telle plateforme. Si on veut tirer parti d'une architecture précise, si on veut tirer parti du GPU, si on veut avoir des instructions ARM ou SSE dans son code, c'est pas un problème. Mais disons, la majeure partie du code est mutualisée entre les différentes plateformes. Donc, comment est-ce que c'est... Enfin, qu'est-ce qui nous simplifie un peu la vie pour développer en natif? Quand on a commencé à développer sur Android, c'était avec Eclipse. Et c'était quand même une autre paire de manches pour développer en C, C++. L'éditeur supportait assez mal le développement du C++. Toutes les étapes de build devaient être faites à la main. Ça générait pas mal d'erreurs au final parce qu'il y a plein de choses qui sont faites au runtime avec le JNI. Donc voilà, c'était compliqué. Maintenant, surtout dans les dernières versions d'Android Studio, je crois à partir de la version 1.3, ils ont intégré complètement le développement natif dans l'IDE. Donc, ça simplifie énormément le développement. C'est un peu petit, mais j'espère que vous pouvez le voir. Mais au niveau Gradle, comment est-ce qu'on intègre son code natif dans son application Android? Maintenant, c'est assez simple. Il y a 2-3 ans, il aurait fallu une vingtaine de lignes de code. Maintenant, une fois qu'on a écrit donc, son makefile, donc ça change pas. On peut l'inclure facilement sur android.mk dans le build.gradle. Voilà, en 3 lignes de code, on inclut donc, tout le code natif. Et on précise aussi sur quelle plateforme est-ce qu'on veut que le code natif fonctionne. Donc là, en l'occurrence, il y a x86 et différents types d'architecture ARM. Et donc voilà, en quelques lignes de code, on a fait le lien entre notre code natif et notre application Android. Au niveau développement à proprement parler, là c'est pareil, on a pas mal d'outils qui sont fournis par Android Studio. Alors c'est pas encore aussi élaboré qu'avec le Java, c'est pas aussi simple de développer qu'en Java, mais on a une gestion de code, on a une détection des erreurs ou des warnings. On peut facilement voir où est-ce qu'une méthode est utilisée, où est-ce qu'un attribut est utilisé ou est défini. On peut faire du refactoring. Donc voilà, tout ce qui nous simplifie un peu la vie dans le développement Android en Java, là ça vient aussi sur le développement natif. Une autre partie qui est toujours un peu délicate et qui a été pendant longtemps très compliquée en C, C++, c'est la partie debugging. Avant, ce qui se passait, c'est qu'on ne pouvait pas débugger directement le code natif. Et donc, quand on avait un problème dans nos algos de traitement d'image, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait énormément de logs dans le code, on faisait tourner ça et on attendait que ça crache. Et après, on revenait, on regardait les logs, on essayait de deviner où est-ce que ça avait planté, pourquoi, quel pointeur n'était pas bon. Ça prenait quand même pas mal de temps. Aujourd'hui, c'est simple, on peut directement débugger dans le code natif.
en exécutant l'application sur son téléphone ou dans un émulateur. Il suffit donc d'utiliser bien sûr un build type en mode debug. Il faut aussi savoir qu'il faut aussi que les librairies dans lesquelles il y a du code, le code natif qu'on veut débugger, il faut aussi qu'elles soient en mode debug, parce que par défaut c'est la version release qui est intégrée dans l'application. Et il faut aussi désactiver les optimisations du compilateur si on veut avoir un code source qui corresponde avec ce qui est exécuté sur le téléphone. Et donc voilà, il y a un petit menu maintenant quand on débug dans Android Studio qui permet de choisir les débugages en mode natif. Il y a aussi un mode hybride d'ailleurs qui est encore plus pratique que le mode natif qui permet de débugger à la fois le Java et le natif. Donc on peut passer vraiment en pas à pas du Java au natif sans différence. Donc voilà, là j'ai mis un petit exemple. Donc on peut mettre des points d'arrêt directement dans Android Studio dans le code natif. On peut inspecter les variables, on peut voir les stack traces. Quasiment tout ce qu'on peut faire sur la partie Java. Donc là, je vous ai parlé des avantages du développement natif, des outils qui ont été ajoutés dans Android Studio pour simplifier ça. Mais il reste quand même un gros point noir quand on développe en natif, c'est le JNI. Pour ceux qui ont déjà un peu essayé, c'est quand même très très complexe et c'est assez dangereux. Donc le JNI, c'est le bridge entre la partie Java et la partie C++. Et donc c'est dangereux parce qu'il n'y a pas de vérification du code au moment de la compilation. Quand on veut appeler une méthode C++ depuis Java, il faut utiliser un nom magique à base de package name qui utilise la signature Java. Quand c'est le contraire, quand on veut depuis le code C++ appeler une méthode ou une classe Java, alors là il faut faire ça par réflexion. Donc voilà, c'est tout un tas de techniques qui sont quand même assez dangereuses, qui amènent souvent à des erreurs quand on écrit son code. Et ça prend du temps. En plus, les données, bien sûr, on ne peut pas forcément faire transiter n'importe quelle donnée entre Java et C++, il faut que les données elles soient sérialisées. Donc ça rajoute un nombre de lignes de code incalculable, donc beaucoup d'étapes manuelles, et c'est souvent assez pénible de devoir passer par là. On a réussi à éviter une partie des problèmes du JNI en utilisant un outil qui s'appelle Genie, qui a été développé par Dropbox, qui permet de s'affranchir un peu de toute la partie manuelle du JNI. Donc ça fonctionne à la fois sur Android, justement ça va permettre de générer ce code qui fait l'interface entre le Java et le C++. Ça fonctionne aussi pour iOS, où ça va générer à la fois le code Objective-C et C++ qui permet de faire interface. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Donc là j'ai pris un petit exemple, je vous ai dit que dans GeneScan on générait les PDF en natif, et donc il va falloir depuis notre code Java appeler une méthode C++ qui permet de générer un document PDF à partir de tout un tas d'attributs. Donc on définit ici dans un langage qui est propre à Genie, on définit des objets, on va définir un document PDF, donc qui lui va être un objet avec des champs comme le titre du document PDF, le mot de passe avec lequel on veut le protéger, les différents mots-clés qu'on veut mettre dans le document, les pages bien sûr, donc là c'est qu'un extrait, il y aurait aussi un objet PDF page, et on définit une interface. Cette interface, elle va être appelée ici le plus C qu'on indique. Ça veut dire que cette interface, on va vouloir l'appeler depuis le code Java
et qu'elle va être implémentée en C. Donc voilà, avec ces dizaines de lignes de code qu'on fournit à Jimmy, on fait tourner Jimmy, et lui, c'est lui qui s'occupe de générer notre interface JNI, la partie Java et la partie C++. Donc quand on appelle Jimmy, on lui fournit aussi tout un tas d'informations sur où est-ce qu'on veut qu'il mette les fichiers générés, donc quel dossier, quel package name est-ce qu'on veut utiliser, quel format de classe, enfin quel format de nommage des classes et des attributs est-ce qu'on veut qu'il utilise, qui sont en général différents en fonction du Java, JNI ou C++. Donc côté C++, qu'est-ce qu'on va avoir? On va retrouver notre document PDF, notre objet document PDF avec ces différents champs. Et on a ici une classe qui est définie. C'est cette classe-là, générateur PDF, qu'il va falloir implémenter en C++ pour que le PDF soit généré. Ça ne génère pas ce code pour nous. C'est juste une interface que ça définit et qu'il va falloir implémenter. Sur la partie Java, de manière similaire, on a notre objet document PDF qu'on retrouve avec toujours les mêmes attributs. Et là, on commence à avoir de plus en plus de code. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de détails, il n'y a rien d'intéressant. C'est juste l'interface qu'on va, nous, depuis notre code, appeler en Java. Et enfin, le meilleur pour la fin, la partie JNI. Là, j'ai mis qu'un extrait parce qu'il y a une centaine de lignes de code qui est générée pour faire toute la sérialisation des données, toute la gestion des exceptions qui vont arriver côté C++. Enfin, voilà, donc là, rien d'intéressant dans ce code, mais ça, c'est Jimmy qui nous génère tout ce code. Alors pour l'instant, ça ne permet pas de tout faire, Jimmy. Il y a une limitation, notamment au niveau des types de données qui peuvent être passées du Java au C++. Pour l'instant, c'est que des types assez simples. Mais en tout cas, à partir du moment où on veut définir des données relativement structurées et qu'on veut qu'il y ait pas mal de communication entre notre code Java et notre code C++, c'est vraiment un outil que je vous recommande d'essayer si vous vous lancez un peu dans le développement natif, parce que ça évite de s'embêter avec cette énorme boîte noire qu'est le JMI. Donc voilà, je vous ai montré un peu comment nous, on avait décidé de développer une partie de l'application en natif, quels outils simplifient un peu le développement et pourquoi est-ce qu'on l'avait fait. Merci. Et tout ce qui est par exemple appel réseau, des appels à la gestion de la base de données, du modèle, ça c'est quelque chose qui peut être fait aussi côté natif. Votre architecture, c'est de faire un gros composant en C qui dialogue avec du Java, ou c'est de faire plusieurs modules spécifiques Nous, on a tout dans un même projet, mais on pourrait facilement séparer la partie traitement d'image de la partie génération PDF qui sont complètement indépendantes. C'est dans le même projet, mais c'est même dans la même librairie aussi, mais ça pourrait être différents modules et différentes librairies Android. Bon, deux questions. Quelles sont les implications de mémoire déjà, côté Android par exemple, et comment est-ce que le kernel se comporte si jamais la consommation augmente? Et la deuxième question, c'est vis-à-vis de la performance. Est-ce que quel est vraiment le delta qu'il y a par rapport au natif versus ce que vous avez fait en Java par exemple? Alors sur les implications techniques, c'est un peu trop dans le détail pour moi, donc je ne sais pas exactement tout ce qui se passe derrière, mais je sais qu'on a beaucoup plus de liberté dans le développement natif en termes d'utilisation de la mémoire qu'en Java. Je ne sais
pas... Par exemple, sur Android, si jamais votre application elle prend trop de mémoire, justement, l'OS ah ouais, complètement. peut tuer. Par contre, l'OS peut... Enfin, du coup, il va tuer l'application, mais on a le droit d'utiliser quand même beaucoup plus de mémoire que dans la partie Java. Donc c'est sur un malloc, on va avoir une erreur et ça va cracher l'application de la même manière. On ne va pas faire n'importe quoi et allouer autant de mémoire qu'on le voudrait, mais en tout cas, il y a une plus grande flexibilité. Et sur la partie performance, c'est difficile de donner des chiffres. Nous, les chiffres qu'on a trouvés, c'est de l'ordre de 5 à 10 fois plus rapide en développement natif. Mais c'est vraiment spécifique à la manière, au code qu'on exécute, à la manière dont on l'a optimisé. Je sais qu'il y a des benchmarks qui existent sur Internet qui montrent un peu la différence entre du code natif et du code Java avec différentes optimisations. Ça dépend vraiment de l'usage et il ne faut pas penser que tout sera plus rapide forcément en développement natif. Il y a plein d'optimisations qui sont effectuées par le compilateur Java aussi en fonction de la plateforme. Ouais. Dernière question. Si j'ai bien compris, une appli peut utiliser tout le tas mémoire rendu disponible par Android quand vous l'invoquez à partir du C++. C'est la première question. La seconde question, justement, est-ce que vous avez mis en place des outils de détection des fuites de mémoire? Alors, je ne sais pas si c'est toute la mémoire qu'Android rend disponible, mais en tout cas, une plus grande partie, c'est pas très clair. Je ne donnerai pas plus de détails, ouais, mais en tout cas, il y a plus de mémoire que dans la partie Java. Et au niveau fuite de mémoire, on n'a pas mis en place d'outils particuliers, mais c'est vrai que des fois, il faut faire du debugging pour trouver les fuites de mémoire. Je sais qu'il y a des méthodes en Java qui permettent d'avoir accès à la mémoire native qui est utilisée. Et donc avec ça, alors là par contre c'est plus compliqué qu'en Java pour aller trouver des fuites de mémoire. Ça c'est vrai que c'est encore un point sur lequel il pourrait y avoir des améliorations. Une petite dernière, c'est rapide. Ça attend derrière. Vous pouvez discuter après. N'hésitez pas en tout cas à voir si vous avez des questions. Merci. Merci.